Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions sur des enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on a été accompagné encore une fois par Danny Lévesque, qui est un expert en gestion des matières résiduelles. Aujourd'hui, on voulait mieux comprendre un peu le recyclage, c'est quoi qui se passe avec ça, c'est quoi que ça nous rapporte et c'est quoi qu'on peut recycler. Donc, Eric, je te laisse faire le topo de notre rencontre un peu plus détaillé. Yes, merci, Eric. Ben, tu l'as bien dit. En gros, on a abordé le recyclage dans cet épisode-là aujourd'hui. Puis justement, on a discuté beaucoup avec Danny des bénéfices. On s'est rendu compte des bénéfices, non seulement environnementaux, mais aussi monétaires qui peuvent être tirés justement du recyclage. On a aussi parlé concrètement, en tant que citoyen, chez nous, comment on peut faire du recyclage, comment bien faire du recyclage. Puis on a appris, écoute, notamment un petit exemple concret, le fameux papier d'aluminium, s'il n'est pas trop sale, le papier d'aluminium, il peut aller dans le bac de recyclage, il peut être valorisé. Ouais. Fait que c'est plein de petits éléments qu'on a abordés comme ça. On a parlé un petit peu aussi de la loi 25, j'en dis pas plus, mais en gros, c'est une loi 65. 65, excuse-moi. Loi 65, Fait qu'en gros, c'est une loi qui va permettre justement de voir un petit peu les façons de recycler au Québec et de rendre ça encore plus efficace. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Fait que bien hâte que vous écoutiez cet épisode-là. Ouais. Puis vous allez voir qu'avec la loi 65, il y a quand même des gros changements là, qui s'en viennent. Donc ça va être intéressant de comprendre ça. Donc sur ça, bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Donc bonjour Danny. Rebonjour. Rebonjour, ouais, c'est ça. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Là, aujourd'hui, on se rencontre pour parler un peu plus de recyclage, mieux comprendre notre recyclage, il part de où, il s'en va où, puis c'est quoi les différents enjeux reliés à ça. Mais là, avant toute chose, je me suis rendu compte l'autre fois que je t'avais pas demandé un peu c'était quoi ton background, puis de te présenter. Fait que, c'est pour ça qu'il fallait que je revienne. C'est ça. Fait que je te laisse nous parler un peu de toi. Oui, ça problème. On va faire ça bref. Là. C'est pas comme si j'avais 80 ans, mais j'étais un petit gars de Saint-Augustin. Donc, j'ai grandi ici dans la région de Québec. Puis, cégep, je suis allé à Jonquière pour faire art et technologie des médias au cégep de Jonquière en animation radiophonique. Chose que je n'ai pas poursuivie après. Fait que finalement, j'ai pris quelques années là, pour aller travailler puis voyager aussi. Puis, ça m'a amené à faire un bac en géographie à l'Université Laval. Puis, j'ai poursuivi à la maîtrise en aménagement du territoire aussi à l'Université Laval. Puis, depuis ce temps-là, je travaille en environnement, changement climatique, mais surtout dans les matières résiduelles. OK, cool, super. Merci. Fait que là, on va savoir un peu mieux de où tu viens. Là. J'avais fait une présentation dans l'introduction, mais c'est mieux si c'est toi qui as fait. Voilà. Donc, super. Entrons dans le sujet du recyclage tout de suite. J'aimerais ça qu'on commence avec un mythe, peut-être soit à faire perdurer ou à déconstruire. Par rapport au recyclage, on entend souvent que notre recyclage, au final, se ramasse dans les dépotoirs. Pourquoi on entend ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, tu fais référence au fameux ça sert à rien de faire ça s'en va tout à la même place. Exactement. C'est ça. En québécois, c'est malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça persiste depuis autant d'années. On aura la chance de s'en parler plus en détail ensemble, là, mais c'est faux. C'est faux. Ça peut pas être logique que ça marche comme ça. Il y a des systèmes qui sont mis en place. Puis c'est tellement avantageux pour une municipalité d'avoir une collecte de recyclage versus envoyer ça aux ordures pour toutes les raisons. En fait, à l'incinération, comme je vous disais dans l'autre podcast, c'est qu'on fait juste payer pour les déchets. Il n'y a aucune façon de faire de l'argent avec ça. Fait que si on y va plus dans de la manière que ça fonctionne en ce moment, je me suis pris des notes pour être sûr d'oublier personne, là. Mais on a un régime de compensation pour la collecte des matières sélectives qui est en place. Donc, matières sélectives, ça, c'est le recyclage? Oui, ça, c'est la collecte des matières recyclables. On l'appelle la collecte sélective parce que c'est sélectif. On pourra revenir sur ce qui va dedans, ce qui va dans le bac bleu, puis ce qui va pas. Mais on appelle ça souvent la collecte sélective des matières recyclables. Donc, on a Recyc Québec, qui est comme paragouvernemental, qui s'occupe de gérer le régime de compensation, le calcul des compensations et qui redistribue l'argent aux municipalités. Parce qu'on a des retours selon notre performance. Ouais. Ensuite, on a Éco-entreprise Québec, qu'on appelle souvent EEQ, qui, lui, c'est un OBNL privé qui va représenter les industries qui mettent en marché les contenants, les emballages et les imprimés. Donc, les choses qui vont dans le bac bleu. Donc, c'est ceux qui produisent ces matières-là qui doivent payer comme une genre de redevance pour mettre en marché ces produits-là. Puis c'est eux qui financent le système de collecte sélective des municipalités.
Donc, eux et EQ, ils vont fixer la tarification en vigueur selon les types de matières, ils vont percevoir les contributions, puis ils vont verser ça à Recyc Québec une fois qu'ils ont reçu l'argent. Donc, on a une troisième partie prenante. Premier, Recyc Québec. Deuxième, Éco-entreprise Québec. Le troisième, c'est les entreprises qui, eux, doivent payer leurs contributions à Éco-entreprise Québec selon le volume de matière, de contenants, d'imprimés et d'emballages qu'ils produisent. Ça, c'est toutes les entreprises qui produisent une matière. C'est ça. On peut nommer, sans le nommer, mais un producteur de yogourt bien connu, il met en marché un pot de plastique. Il y a un frais à payer sur ce pot de plastique-là. À chaque pot qui est mis en marché, il doit être dédommagé. Et cet argent-là remonte à Éco-entreprise Québec, qui centralise tout ça et remonte ensuite à Recyc Québec, qui redistribue aux municipalités pour couvrir leurs frais de collecte. Okay. Puis ça, c'est quantifié par... C'est le poids? C'est-tu le poids, le nombre de contenants? Ou le type de contenant, peut-être? Sauf erreur, il me semble que c'est par type de contenant. Là. Fait que, mettons, un pot de plastique de telle grosseur selon tel paramètre, ça va coûter tant. Donc, c'est Éco-entreprise Québec qui gère ça. Puis là, notre dernier acteur de notre système, c'est les municipalités ou organismes municipaux. Là. Des fois, la collecte, c'est une compétence de MRC, là, de Municipalité régionale de comté. Donc, ils vont, eux, déclarer leur coût net à Recyc Québec, donc le tonnage de collecte, le transport, le tri puis le conditionnement des matières recyclables. Puis, ils vont transmettre ça à chaque année à Recyc Québec pour que ce soit vérifié par un vérificateur. Fait que là, tout ça pour dire qu'ensuite, on a un niveau de performance. Par exemple, si notre centre de tri, on est capable de récupérer 95% du bac bleu de ce que les citoyens nous envoient, on se fait rembourser 95% des coûts de collecte, de traitement, de conditionnement et de transport. Par contre, tu parles du centre de tri lui-même. Oui, c'est ça. Donc, si on a un centre de tri performant, on va être comparé, c'est un système complexe, là, je vulgarise vraiment à la base, là, mais on est dans un groupe de municipalités environ de même taille, puis on va être comparé les uns envers les autres, puis tout un calcul savant, mais bref, plus on est performant, plus on est compensé. Okay. Donc, il n'y a pas d'avantage à ne pas faire de recyclage parce que ça va aller dans les déchets, puis tu fais juste payer. Fait qu'une municipalité qui arrive à recycler 100% des matières recyclables, elle se fait tout rembourser. Elle se fait rembourser au complet. Là. C'est ça. OK. En gros. Ah ouais. Donc, si une municipalité décide d'envoyer ses camions en recyclage au site d'enfouissement ou à l'incinérateur, ben, elle va juste payer dans le vide, dans le fond, pour des déchets, au lieu de se faire rembourser ces montants-là, d'être performante puis de toujours vouloir s'améliorer. OK. Puis ça marche comment, là, mettons, là, dans notre épisode justement sur la gestion des déchets à proprement dit, on a vu un peu le processus, mais si on prend justement le recyclage lui-même, si on prend le chemin du bac bleu, c'est quoi le chemin que ça parcourt? Bien, ça part toujours à la maison ou dans une industrie, un commerce ou une institution. Donc, soit à notre travail ou à la maison, c'est les mêmes matières qui sont acceptées. Il n'y a pas de changement. Ouais. Donc, on met nos matières dans notre bac roulant à l'extérieur si c'est une maison. Là. Bac bleu ou vert ou toutes les autres couleurs de la ville, peuvent, c'est ça, exister selon la ville. Le camion le ramasse. C'est comme les ordures, ça ne disparaît pas. Hein. On fait quelque chose avec. Là. C'est pas de la magie. Donc, ça arrive à notre centre de tri tout mélangé. Puis, c'est-tu un centre de tri indépendant, mettons, des sites d'enfouissement pour les déchets? C'est-tu deux choses complètement distinctes? Même pas au même endroit. C'est des installations qui sont complètement séparées. OK. Donc, ça va à notre centre de tri vraiment pour les matières recyclables. C'est un camion qui est dédié collecte de matières recyclables. Donc, il va aller se vider là. Ben là, tout est mis pêle-mêle dans le bac. Ben nous, on va redémêler. Donc, on va reséparer les matières. Parenthèse là-dessus, quand on fait des tests sur, par exemple, le tri à la source, là, comme en Europe, ils ont souvent 5 ou 6 poubelles de couleurs différentes pour séparer papier-carton, les contenants, le plastique et le verre, par exemple, tout séparément. Fait qu'il y a un meilleur tri, par exemple, tu as dit en France, je pense, il y a un meilleur tri, mettons, en Europe, dans certains pays, dans le fond, à la source. Le tri à la source est mieux parce que c'est de la meilleure qualité puis tu mets moins d'ouvrage à séparer les matières. Ben oui. Sauf que c'est plus d'ouvrage pour le citoyen qui trie. En effet. Donc, quand on transfère ça, le choix du pile-mail a été fait au Québec pour encourager les gens à participer. Puis un peu, c'est dommage, mais être un peu lâche. La loi du moindre effort, on va dire, faut pour faciliter le geste chez les citoyens. Fait que là, ça arrive au centre de tri, le camion se vide, on a un gros chargeur qui va ramasser les matières, qui va les envoyer sur un convoyeur principal. Là, de manière générale, là, il y a des petites disparités qui peuvent, des méthodes différentes selon le centre de tri. Là. Il y a environ 22 ou 23 centres de tri partout au Québec. Okay. Mais de manière générale, il faut que ça rentre dans un convoyeur principal. Puis on a une station de pré-tri où c'est des employés qui trient manuellement. Donc, il y a une partie manuelle, une partie mécanisée, robotisée. Donc, ils vont enlever tous les premiers contaminants qu'ils voient. Fait que
ce qui est mortel, corde à linge, rallonge, tout ce qui est un long corps linéaire qui pourrait s'enrouler dans les convoyeurs, horrible. On peut ramasser des outils de jardinage, des pare-chocs de voiture, donc tous les gros morceaux qui sont malléables, qu'on peut retirer rapidement, c'est le pré-tri qui va le faire. Puis ensuite, on va commencer à séparer les matières. Là, je ne le dis pas nécessairement dans l'ordre, là, mais on a un séparateur qui va isoler le carton sur une ligne à part. Donc, on va essayer de trier le carton tout de suite. Ça, c'est cette partie-là, la première partie a été faite manuellement? Le pré-tri, oui. Oui, le pré-tri. Puis après, des fois, on tombe dans des trucs ensuite, souvent, la première étape va être faite par une machine, mais on a une étape d'assurance qualité en fin de ligne qui est faite par des trieurs manuels. Ouais. Fait que ça prend les deux. Ensuite, le verre, faites-vous-en pas s'il casse dans votre bac de recyclage parce qu'on va le casser au centre de tri en arrivant là-bas. On a un imploseur pour casser le verre en plus petits morceaux. Ensuite, ça passe sur des tamis vibrants qui vont faire tomber tous les morceaux de verre et les petites particules. Donc, le verre va être séparé de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de problème là, si vous le cassez dans votre bac de recyclage. De toute façon, il va se casser probablement dans le camion avec la compaction. Là. Ensuite, on a le papier aussi qui va être séparé sur une ligne de tri différente. Tout ce qui est métal ferreux, un bon vieil aimant, ça marche bien. Hein? Un tri avec un aimant. Pour ce qui est de l'aluminium, on a un courant de Foucault pour séparer l'aluminium. Fait que ça fonctionne comment? Ça, c'est que l'aluminium est attiré par ça? Oui, c'est un courant qui va faire... ça va être l'aimant pour l'aluminium, vu que c'est non ferreux, si on veut. Ça va aider à séparer notre aluminium. Puis finalement, on a tout ce qui reste, là, contenant de plastique et autres, qui peuvent être séparés de deux façons. Dans les centres de tri modernes, on va y aller par une trieuse optique. Donc, c'est sur un tapis, un convoyeur, ça envoie une longueur d'onde lumineuse qui va refléter le type de plastique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis qui va être ensuite éjecté dans le bon bon ballot. Nous, on utilise le petit triangle avec la flèche puis le numéro au centre. C'est ça. Mais au centre de tri, il y a vraiment un capteur optique. Il vient pas lire le triangle. Lui, il vient lire vraiment le plastique. La composition du plastique. Okay. C'est ça. Fait qu'il va reconnaître le plastique puis il va l'envoyer au bon endroit parce que le plastique numéro 2 se recycle pas de la même façon que le numéro 6, par exemple. Fait qu'il faut vraiment le reséparer complètement. Fait que, en gros, ensuite, on a toutes nos lignes de matière qui sont reséparées puis on fait des gros ballots compressés. Des gros cubes de matière. Là, ça doit faire, un bon mètre, 1 mètre cube, par exemple. C'est mis dans des vannes de 53 pieds puis c'est vendu. Donc, un centre de tri, ça trie. C'est pas là qu'on recycle. Donc, nous, on va conditionner la matière, on la prépare, on la trie. C'est littéralement ça, on la trie puis on la prépare pour les vendre ensuite. Il y en a que c'est des brokers qui vont acheter ça en lot. On envoie, par exemple, du carton. Cascade, c'est un bon racheteur. Le verre aussi, il faut trouver des débouchés. Fait qu'ensuite, on va vendre les matières pour qu'ils soient recyclés proprement dit. C'est ça. Et est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il y a plus de matières triées que de clients qui veulent ces matières-là? Il y a, je parle, mettons, pour tout le Québec. Là, il y a certaines matières qui ne sont pas de super bonne qualité et qui ont de la misère à trouver preneur parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Mais si on a un centre de tri moderne, qu'il y a des investissements qui ont été faits dans les équipements, si la qualité de tri est bonne, il n'y a pas de misère à vendre les matières, mais pas du tout. Ah ouais, peu importe la nature des matières. Peu importe. Ah ouais. Fait que ça, c'est utilisé en guise de matière première pour les personnes qui vont racheter ça pour faire quelques produits. Puis après ça, par exemple, le plastique, on peut refaire des matières plastiques, du mobilier urbain. L'aluminium, c'est super facile, ça se recycle à l'infini. Fait qu'on fait d'autres objets en métal avec l'aluminium ou le métal ferreux. Le verre, on peut faire du sable filtrant pour les piscines ou encore les jets de sable sous pression, là, le bon vieux sandblast, comme on l'appelle pour décaper, en québécois. Oui, c'est ça. Ouais. Puis le carton, c'est facile. Là, avec la pandémie, il y a une chose qui n'est pas partie, c'est les commandes Amazon. Là. Fait que les boîtes de carton, ça a une très bonne valeur. En ce moment, on ne cherche pas à... c'est quand même facile là, à trouver du marché pour le carton aussi. Là. Ah ouais. Puis là, tu as mentionné tantôt qu'il y avait, je pense, 22 ou 23 centres de tri au Québec. Oui. Fait que, au début, ça me semblait beaucoup, mais là, plus j'y pense, plus je me dis que c'est pas tant que ça. Parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de villes au Québec. Ça veut-tu dire qu'il y en a certaines qui font pas de recyclage ou qui doivent envoyer leur recyclage loin au centre de tri? C'est des regroupements souvent, c'est ça. Okay. Nous, dans la région de Québec, il y en a 2 principaux. Il y a la ville de Québec puis il y a Lévis. Donc, on a comme Rive-Nord, Rive-Sud. Ouais. Fait qu'on peut ramasser, par exemple, le centre de tri de Québec va ramasser des matières des municipalités autour. Il y en a un
je veux pas dire de niaiserie, là, mais mettons, tu sais, sur la Côte-Nord ou en Gaspésie, là, ben, ils vont ramasser tout ce qu'il y a dans ce coin-là aussi. Saguenay va ramasser Lac-Saint-Jean et Saguenay. Donc, tu sais, ils vont se regrouper ensemble pour essayer de centraliser et avoir un centre de tri plus régional, si on veut. Là. OK. Puis moi, ça me fascine. Ben, en tout cas, moi, en parlant de recyclage, je pensais qu'on allait plus, mettons, se rendre au bout des choses, dans le sens où tu me dis qu'un centre de tri, c'est vraiment, ça se focus sur le tri, puis ça revend les matières une fois triées. Mais est-ce que tu es capable de donner un exemple? Par exemple, le carton, genre, comment c'est recyclé, comment c'est réutilisé? C'est quoi le processus pour le remettre en état d'utiliser? Il faudrait inviter un ingénieur en processus. Ouais, c'est rendu la porte et papier. Mais dans le fond, ça va être réintégré dans un processus de fabrication de papier avec une partie de recyclé. Donc, tu sais, ça va retourner en. Moi, ce qui me fascine, je savais pas ça, mais de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment dans la cour de la personne, du client qui achète ces ballots-là, de se démerder avec en bon québécois. Puis justement oui, mais c'est parce qu'il en a besoin. Là, c'est pas un problème pour lui. Il cherche ça. Il en veut. OK, je comprends. Parce que sinon, il faut qu'il achète de la matière première. À plein prix, qui va être cher. Neuve ou... Exact. Okay. Puis, comme l'éco-marketing aussi, c'est toujours plus vendeur d'avoir des produits recyclés. Puis en même temps, tu veux pas gaspiller ces matières-là. Elles sont encore bonnes. Ouais. OK. Fait que ça rentre un peu dans l'économie circulaire, en fait. Là. C'est de prendre des déchets de un pour refaire une matière avec. Puis là, on a parlé de l'aluminium qui se recycle pratiquement indéfiniment. Pour le verre, un coup qui est concassé, on peut le reprendre pour faire du sandblast ou d'autres choses. Mais une fois que ça c'est fait, est-ce que ça peut être recyclé à nouveau? Y a-t-il certaines matières qui peuvent seulement se recycler une fois ou tout peut se recycler à l'infini? Mettons en ce qu'on a dans le papier carton, à un moment donné, on arrive à un niveau de recyclage trop poussé. Là, je pense au fameux papier brun pour s'essuyer les mains. Là, Là, c'est parce qu'on arrive comme en fin de qualité, là, en fin de vie pas mal. Là. Fait que ça, c'est comme le dernier usage qu'on peut faire parce que ça a tellement déjà été recyclé puis c'est pas la meilleure qualité de papier carton qu'on va prendre. Donc, le transformer pour faire du papier brun là, qui est à la salle de bain, mettons. Oui, c'est ça. Fait que ça va être comme la dernière étape. Même chose pour les mouchoirs, là. Mais entre vous et moi, on veut-tu recycler un Kleenex plein de morve? Là? Il est vraiment rendu au bout de sa vie. Il risque d'être compliqué à faire au travers de ça. Puis même pour le papier brun, on s'essuie les mains avec. Là, il est mouillé. Après ça, tu veux pas aller contaminer tes ballots, amener de l'humidité qui n'est pas nécessaire. Peut-être créer de la moisissure, une dégradation de la matière aussi. Fait que ça, t'es rendu à la fin pas mal rendu là. C'est ça, parce qu'il y a des enjeux aussi si on veut, de contamination. De aussi. Ouais. Je pense qu'il faut laver certains contenants avant de les recycler. Rincer seulement, c'est correct. Juste rincer? Oui, okay. pour la plupart des centres de tri, là, c'est pas obligé d'être super bien nettoyé, nickel. Là. Le truc, c'est qu'on veut pas qu'il y ait de morceaux de bouffe qui restent dedans. Fait que, par exemple, la fameuse boîte de pizza, laissez pas une croûte de pizza dedans, là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des humains qui trient aussi. Là. Il faut faire attention à eux. La boîte de pizza qui reste une pointe dedans, là, c'est un humain qui va le voir et qui va enlever le restant de bouffe qu'il y a dans la boîte? Non, ça va trop vite. Là. Quand ça rentre au centre de tri, le convoyeur, il roule. Là. On peut traiter quelques dizaines de tonnes à l'heure. Là. Donc, la pointe de pizza va passer dans le carton. Elle va rester dedans, elle va se ramasser dans le ballot de carton, puis à un moment donné, elle va pourrir, puis elle va sentir. Puis là, c'est le racheteur, à un moment donné, qui va dire « Hey, ce centre de tri-là, il m'envoie de la cochonnerie. » Fait à l'avenir, quand lui va vouloir m'en vendre, moi, j'y donne pas autant pour ces ballots de carton parce que là, ils sont pleins de cochonneries. Pas de la bonne qualité. Fait que là, idéalement, les gens retirent la bouffe qu'il y a, par exemple, dans la boîte de pizza. S'il y a un cerne de graisse, pas de problème. Ça vient pas contrecarrer les processus de recyclage. On veut vraiment juste pas qu'il reste de bouffe. T'sais, le pot de pesto, tu mets un petit peu d'eau dans le fond, tu le brasses ou tu gardes ta fin d'eau de vaisselle. Juste de rincer nos contenants, c'est suffisant. Tu rinces sommairement, c'est suffisant. Là. OK. Ah, OK. C'est intéressant. Moi, j'en aurais peut-être une. Là. Tu sais, dans le fond, moi, je serais curieux de savoir, justement, peut-être au Québec, on se positionne comment comme recycleur? Est-ce que, justement, nos centres de tri sont efficaces? Est-ce que, justement, les citoyens, est-ce qu'on est bon en matière de recyclage? Tu sais, comment on se positionne, mettons, par rapport à d'autres villes dans le monde, d'autres pays dans le monde? Généralement, les Québécois ont bien embarqué dans le recyclage. Okay. C'est rendu une habitude, le monde le font. C'est des taux là, très, très élevés, dans les 90% qui ont un bac à la maison, qui participent. Là où il y a une couille dans le potage, c'est parce que c'est pas tous les centres de tri qui sont égaux. OK. Donc, il y en a qui sont plus modernes que d'autres. Il y en a qui trient mieux que d'autres. Il y en a qui sont plus efficaces, plus performants. Fait que là, c'est là où les taux de valorisation des centres de tri, varient. C'est pas toujours pareil. Fait,
en gros 2 modèles principaux de centre de tri. Soit que, par exemple, c'est la propriété de la ville, mais c'est opéré par un OBNL, par exemple, qui va... donc, c'est la ville qui entretient ses équipements, qui se modernise, qui fait les investissements requis. Ça, c'est un modèle. Ou sinon, ben, ça peut être complètement livré au privé. Donc, c'est le privé qui gère ses affaires, puis ben, la ville paye finalement pour un service. Fait qu'il y en a qui font le choix de continuer de faire des investissements, puis il y en a qui font le choix de juste faire de l'argent puis pas moderniser. Fait que ça peut donner une idée de qui sont meilleurs que les autres. Je comprends. Mais mettons, les citoyens, tu as dit qu'il y a un taux de 90% de participation, je pense. Oui, c'est ça. Mais il y a des taux de rejet moyens. On parle entre 10 et 15%, mettons, là, dans les centres de tri. Fait que donc, ça veut dire que 85 à 90% de ce que les centres de tri reçoivent sont capables de faire de quoi avec. Donc, ça veut dire qu'à la source, les citoyens, on fait quand même bien notre travail de mettre justement ce qui est recyclable dans le bac de recyclage. Oui, tout à fait. OK. Ça fait quoi, 30 ans que ça existe, le recyclage, là, que c'est implanté? C'est 1992 environ, là, fait qu'un petit peu plus même. Mais c'est ça. Fait que c'est une habitude qui est bien rentrée, sauf que pour le recyclage, il y a comme beaucoup de consignes, si on veut. Fait que oui, il y a encore des erreurs de tri, là, on le voit bien, là, puis il y a plusieurs campagnes de communication là-dessus. Là. Récemment, il y avait Back Impact là, pour la fameuse perceuse. Puis, ouais. Bon, quelques matières qui peuvent poser problème. Donc, la fameuse phrase au pire. Là. Ouais, au pire, ils feront aussi le centre de tri. Là, c'est ça. Ben, c'est au pire là que c'est pas une grosse quantité, mais ça cause beaucoup de problèmes. OK. Ben, on peut-tu aller là-dedans? Moi, je serais curieux. Moi, je suis vraiment mauvais là, pour me rappeler de tous ces petits sigles-là. Là. Les chiffres, c'est quoi les chiffres? C'est quoi les chiffres? Comment ça marche? Comment il faut interpréter ça? C'est ça. Ben, en ce moment, regardez toujours le site de votre municipalité ou les instructions pour votre municipalité parce que ça varie. Ah ouais, OK. C'est pas toutes les municipalités qui acceptent tous les contenants de plastique. Ça dépend du centre de tri ou est-ce c'est ça. Est-ce qu'ils sont en mesure de faire quelque chose avec ou est-ce qu'ils ont fait le choix de gérer cette matière-là? Fait que souvent, le numéro 6, le numéro 7, puis des fois, le 4 ne sera pas accepté. OK. Surtout 6 et 7, mettons. Là. Mais puis à d'autres endroits, ben, ça va tout rentrer dans le bac bleu. Fait que là, les débouchés ne sont pas nécessairement les mêmes partout. Fait que ça, il faut toujours regarder l'information qu'on a dans notre municipalité. On va souvent passer des trucs sur Facebook qui disent « Mettez pas ça dans le bac bleu ». Fait que là, le monde de Québec commente sur le post de Terrebonne, mais t'habites pas Terrebonne. Il faut vraiment que tu regardes chez vous ce qui se passe. Ah, ouais, okay. Ça, c'est pour l'instant. Là, on pourra y revenir plus tard, mais là, il y a la loi 65 qui s'en vient, qui va moderniser la collecte sélective des matières recyclables. Puis là, on devrait avoir une espèce d'uniformisation des pratiques là, dans tous les centres de tri à partir de 2025 environ. Fait que pour l'instant, fiez-vous encore au site de votre municipalité, mais à terme, peu importe où vous allez être où, ça devrait, en théorie, être la même chose, les mêmes matières acceptées. Mais j'imagine qu'il y a des matières qui se recyclent toujours, peu importe le centre de tri. Par exemple, l'aluminium, le carton. Ah oui, c'est ça. Là, les matières de base, là, les contenants de métal, contenants de plastique, oui, sauf certains numéros. Papier, carton aussi, ça va. Le verre... Généralement, c'est bon aussi. Parce que concrètement, ces fameux petits triangles avec les chiffres à l'intérieur, ça met de l'avant justement le type de matériau lui-même? Oui, c'est ça. Fait que mettons, le numéro 6, c'est le polystyrène, qu'il soit expansé ou non. Là. S'il est expansé, c'est le styromousse. S'il ne l'est pas, c'est un petit plastique dur. Il y a du HDPE, du polypropylène. Fait qu'il faut vraiment que ce soit le type de plastique qui est associé avec le numéro. Parce qu'il y a des polymères, il y en a des milliers, si vous voulez. Là. Fait que nous, on s'en tient à ces 7 numéros-là qui sont recyclables dans le cadre de la collecte sélective. Okay. Puis moi, j'ai une petite question. J'ai eu un professeur à l'université qui disait que la seule raison pourquoi il y avait du recyclage, c'était à cause des contenants en aluminium. J'imagine que c'est peut-être ça la plus grosse partie des revenus. On a-tu une idée de comment c'est proportionné, les revenus d'un centre de tri? C'est une excellente question. Je pourrais pas dire de manière générale là, pour le Québec, là, mais c'est sûr que l'aluminium, c'est la matière qui a le plus de valeur. Puis, étonnamment, c'est une matière que, selon les caractérisations de matière résiduelle, il s'en retrouve encore pas mal dans les déchets. Puis pourtant, c'est recyclable à l'infini. Là. Fait que, par exemple, la canette, là, la fameuse canette là, de coke, de bière, peu importe, ben, elle est consignée en plus. Mais admettons là, que ça vous écœure, vous, là, d'aller là, dans la gobeuse à canette, là, mais vous pouvez la mettre dans votre bac de recyclage. Là. Ça va être traité quand même. Les centres de tri vont être super contents parce qu'ils vont aller chercher
le coût de la consigne et le prix de l'aluminium avec. Fait que puis c'est des revenus qui reviennent collectifs à la municipalité. Là. Fait que c'est sûr que ça aide tout le monde est content. Là. Mais c'est pas grave. Il faut juste pas l'écraser comme une petite galette. Là. C'est parce que là, on va perdre le coût de la consigne, on va juste avoir l'aluminium. Ah, OK. Mais sinon, si elle est juste un petit peu cabossé, mettez-la dans le bac de recyclage si vous la voulez pas. Là. Il n'y en a pas de problème. Là. Puis, mais là, mettons ma canette, là, mon petit Pepsi du dimanche soir ou une petite bière le vendredi, faut-tu que je la rince, ma canette, ou ça, on s'en fout puis c'est bien correct? Normalement, si t'es un vrai, t'en laisses pas dedans. Là. C'est vrai, c'est vrai. Excellente réponse. Merci de me ramener à l'heure. Mais si t'en laisses, il faut que tu la vides, puis oui, tu peux la rincer un petit peu, ça va être encore mieux. Là, mais tant qu'il ne reste pas de liquide qui va sortir, là, c'est l'essentiel. Okay. Puis aussi, pour ce qui est de l'aluminium, quelque chose qui est peut-être pas connu aussi, le papier d'aluminium se recycle très bien aussi. OK. Fait que, par exemple, tu fais, je sais pas moi, une tourtière, là, tu l'enveloppes dans un papier d'aluminium pour la mettre au four. Ça colle un peu sur le papier d'aluminium quand tu l'enlèves. C'est pas grave. T'emprisonnes tout ça dans une petite boule, puis tu mets la boule dans le recyclage. Là, il va rester un petit peu de bouffe, mais dans le contexte où tu es capable de l'emprisonner dans une boule de papier d'aluminium, ben les odeurs puis la contamination est limitée. Puis dites-vous qu'après ça, c'est fondu à 1000 degrés Celsius. Fait que le petit restant de croûte de pâté, là, on n'en parlera pas longtemps. Là. Tabarouette. Fait que ça, c'est du papier d'aluminium, on s'en sert beaucoup. Là. Ben oui. Fait que si c'est légèrement souillé, c'est correct. Si vous faites des côtes levées puis qu'il y a de la sauce à côté puis de la graisse qui coule de partout, ben le déchet, ça va être mieux. Là. Mais si c'est légèrement souillé, pas de problème, fait une petite boule, bac bleu. Okay. Fait que tous nos contenants en aluminium, peu importe si on les consigne ou pas, vont être recyclés, vont être traités. Oui. OK, parfait, ça. Puis même dans la fameuse loi 65, que je vous parlais il y a 2 minutes, il y a l'élargissement de la consigne aussi qui entre là-dedans. Là. C'était censé commencer bientôt, mais ils ont des petits enjeux là, pour les sites de récupération. Mais là, c'est tous les contenants entre 100 litres et 2 litres qui sont consignés, peu importe la matière. Ah ouais. OK. Fait que ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte. Oui. Fait que la petite boîte de jus pour les enfants, là, ça doit faire à peu près ça, 100 litres, là, jusqu'à 2 litres de Pepsi. 100 litres, 100 millilitres. 100 millilitres, où est-ce que j'ai dit 100 litres? Ouais, 100 litres, j'étais quand c'est une pas pire chaudière. Non, merci. C'est bon, c'est 100 millilitres à 2 litres, voilà. Ah, ouais. Fait que ça, c'est peu importe le matériau utilisé, là. Oui. Ah, ouais. Puis, à ce moment-là, si on a un centre de tri qui, normalement, n'accepte pas le plastique 6, et que là, le plastique 6 est... Ouais, des contenants de boissons, par exemple, en plastique numéro 6, il n'y en a pas tant que ça. Ça va être... c'est juste verre, aluminium... il va en avoir en plastique, mais quand c'est pour une boisson, il y a des plastiques plus de grade alimentaire, là, qui est le numéro 5, si je ne me trompe pas, numéro 1, numéro 5, souvent, ça va être utilisé dans l'alimentation. Le numéro 6, va être utilisé plus couvercle à café, puis assiette en plastique, là. Fait que ça ne sera pas un enjeu. Là. Okay. Puis là, c'est ça, on parle de la loi 65, mais parlons-en complètement. Là. C'est quoi cette loi-là? C'est quand que ça rentre en vigueur? C'est quoi l'objectif? Écoute, c'est un bouleversement de la gestion des matières résiduelles au Québec qui, m'apparaît positif à première vue. Parce que là, là-dedans, il rentre l'élargissement de la consigne qui... Pour n'importe quel centre de tri, ça peut marcher. Là. On peut faire les deux. Là. Si on veut faire la consigne, on fait la consigne, mais si vous ne le voulez pas, puis si ça ne vous intéresse pas, mettez ça dans votre bac bleu, puis ça va continuer. Fait que c'est pas nécessairement deux systèmes qui sont en opposition, mais qui sont complémentaires. La consigne, au final, mettons, là, moi, j'ai mes canettes de bière, je m'en vais consigner ça. C'est mis dans un sac, c'est compacté, puis c'est envoyé directement à l'industrie, à l'aluminerie, par exemple. C'est ça. Ça passe jamais par le centre de tri. Non, c'est ça. Okay. C'est comme un bypass, puis c'est pour aller récupérer l'argent que tu as mis en consigne aussi, pour être sûr que ce soit recyclé. C'est une très bonne avenue aussi, parce que là, c'est vraiment trié à la source aussi, fait que la matière est pure, c'est le fun, c'est facile. Mais avec cette augmentation-là de la consigne, si tout le monde rapporte ses contenants, par exemple à l'épicerie, puis les fait consigner, est-ce que une baisse de matière pour le centre de tri, c'est tout. OK. Ça peut pas compromettre, par exemple, leur rentabilité ou leurs opérations? C'est sûr qu'ils vont faire moins d'argent de vente de contenants de plastique, là, de ballots de plastique, mais en même temps, on veut quand même une réduction à la source un jour, puis un meilleur tri. Fait que pour la cause environnementale, on est quand même là, ça va. Là. Mais qui gère ça, les consignes, là, petite parenthèse, là, parce que moi, ça m'intrigue. Là. Mais je m'en vais à l'épicerie, je m'en vais au Maxi, je mets mes canettes dans la machine. Là. Qui ramasse ça? C'est une entreprise privée qui vient ramasser ces canettes-là puis qui fait la gestion de tout ça? Là, je suis moins ferré là-dessus, mais ça rentre avec la loi 65 qui va être comme chapeautée par Éco-entreprise Québec, là, qui est l'organisme désigné. Fait qu'ils doivent
désigner des collecteurs locaux pour aller chercher ces matières-là. OK. Là, c'est mon guess. Là, je me suis jamais Ouais, penché pas de là-dessus. stress, ouais. Bon, fait que là, en ce moment, de la manière que ça fonctionne, c'est que les entreprises mettent en marché des contenants, des emballages et des imprimés puis qui payent leur contribution à Éco-entreprise Québec. Ouais. Ça, je voulais expliquer tantôt. Fait que c'est ces entreprises-là qui financent à 100% les programmes de collecte sélective, mais ils n'ont pas de lien avec les municipalités. Fait que dans le fond, si une entreprise décide qu'elle met en marché quelque chose qui n'est pas recyclable, elle paye son éco-contribution, qu'on va l'appeler, là. Elle paye son frais de mise en marché. C'est elle qui va financer le centre de tri, mais nous, on ne peut pas le recycler à la fin là, en tant que municipalité. OK. Fait que là, fait un déchet. ça n'empêche pas l'industrie de mettre en marché des produits qui ne se recyclent pas. Bon, de plus en plus, ils le font, puis ils sont accompagnés justement par Éco-entreprise Québec pour faire de l'éco-conception aussi. Donc, réduire la taille, le poids des emballages, le suremballage, puis faire en sorte que ce soit recyclable, mais c'est possible que certains emballages ne soient pas recyclables dans certains centres de tri. Ça, c'est actuellement. Là. Ça marche de même en ce moment. Puis on n'a pas de traçabilité non plus pour l'ensemble de la gestion, par exemple. Fait que, tu sais, nous, des fois, dans les centres de tri, ils vont vendre à des brokers, puis on ne sait pas tout le temps la matière, elle s'en va où. Okay. Il y en a qu'on le sait, puis il y en a qu'on le sait pas. Précisément. On peut dire, c'est quelqu'un qui va la recycler au Québec, mais des fois pour des secrets industriels ou autres raisons. Tu sais, on n'est pas nécessairement au fait. Dans le nouveau système, là, on va donner la gestion des centres de tri aux entreprises qui mettent en marché les contenants imprimés et emballages. Ah ouais? Fait que là, on leur transfère ça, puis on dit, vous mettez en marché, vous recyclez vos affaires. Ah ouais, mais là, il va y pour avoir... le recyclage. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs entités, mettons, ceux qui sont responsables de l'aluminium, ceux qui sont responsables du carton, des plastiques, ils vont tous devoir s'unir pour gérer le centre de tri? En fait, c'est encore une fois Éco-entreprise Québec qui s'occupe de chapeauter tout ça, puis qui va tisser des ententes avec les municipalités. Parce que là, il faut s'entendre avec les municipalités. Vous, c'est qui est propriétaire de votre centre de tri? Est-ce que vous êtes propriétaire des installations? Est-ce que vous avez un organisme qui s'occupe de la gestion? Fait que là, c'est de démêler là, les rôles et responsabilités de tout le monde là-dedans pour transférer la responsabilité à Éco-entreprise Québec / toutes les industries qui vont produire, dans le fond, ce qu'on a à recycler. Donc là, c'est moins avantageux là, de mettre en marché quelque chose qui ne se recycle pas parce que c'est toi qui vas le gérer à la fin, c'est pas la municipalité. OK. Fait que là, tu mets en marché, tu finances, mais tu gères tout aussi. C'est ça, fait que là, ça demande beaucoup plus de ressources des entreprises aussi. Là. Exact. Puis là, c'est censé régler aussi les problèmes de débouchés, d'approvisionnement, parce que là, tous les centres de tri de la province vont être gérés de la même façon. Fait qu'on va pouvoir avoir des ententes pour toutes les matières du Québec, puis assurer un approvisionnement durable, constant et stable, ce qui peut être intéressant, parce que là, des fois, on ne sait pas là, ce que les citoyens envoient dans les centres de tri. Fait que tu ne peux pas garantir 10 000 tonnes de verre par année si, à un moment donné, tu en as 5 000. Ouais. Mais là, avec les autres centres de tri, tu as comme un effet de masse puis d'échelle qui fait en sorte que... Les variations sont moins grandes. C'est ça. Puis on va être en mesure d'avoir plus de stabilité dans les marchés, dans les débouchés, puis de marcher un peu tout de la même façon. OK. Puis ça peut-tu faire en sorte que tu sais, ça va pas empêcher les entreprises de produire des contenants qui sont non recyclables, mais ça va les inciter Ils n'ont pas intérêt parce qu'après ça, ils vont payer pour l'enfouir après. Ouais. Dans le fond, ils vont créer un déchet, fait que c'est payant pour personne, ça. Là. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant. Puis ça rentre en vigueur à quel moment, ça? Là, théoriquement, ça devait entrer en vigueur... ça entre en vigueur le 1er janvier 2025. Okay. Mais on a comme une espèce de période de transition là, pour comme finir de signer les ententes parce que ce sera jamais prêt pour tout le monde à temps. Là. Fait que là, il me semble qu'ils ont annoncé récemment comme 1er janvier 2026, tout le monde est embarqué. Là. OK. Mais la loi a été adoptée, puis officiellement, le nouveau système embarque le 1er janvier, mais ça va être comme graduel, là, 2025. Ah, ouais, ok, c'est cool. Moi, pour vrai, j'étais pas mal un gros zéro en matière de recyclage. Là. Mes connaissances étaient très limitées, là, puis je trouve ça intéressant. Puis je savais pas qu'il y avait un aussi haut taux, autant de participation des citoyens, mais aussi haut taux de tri ou du moins de récupération. C'est super cool à voir. Puis moi, je serais curieux de t'entendre parce que là, je vois aussi qu'il y a des lois qui passent en ce sens-là. Mais mettons qu'on se place justement en tant que citoyen, nous, la façon qu'on peut contribuer, qu'on peut aider dans ce sens-là, c'est vraiment juste en s'assurant de recycler chez nous, à la maison, du mieux qu'on peut, l'ensemble des contenants justement qu'on a. Oui, dans le fond, c'est de s'informer. Quand on n'est pas sûr d'une matière, il y a des trucs pour ça aussi. Là. On peut commencer avec une question super simple. Est-ce que c'est un contenant
un emballage ou un imprimé. OK. Parce que la grosse erreur des messages de communication jusqu'à tout récemment sur le recyclage, c'est qu'on disait que le bac bleu, ça mange papier, carton, plastique, verre, métal. C'est ça, je t'aurais dit. Ben, c'est vrai, mais c'est incomplet. Papier, OK. carton, oui. Contenant de plastique, contenant de verre et contenant de métal. Là, j'accroche volontairement sur le mot contenant parce que si c'est pas un contenant, ça va pas dans le bac bleu. Fait qu'un imprimé, par exemple, ça va pas dans le Revue, ben oui. Les journaux, les revues, ça rentre dans, dans les imprimés et dans les emballages qui sont en papier carton généralement, mais c'est dans les contenants. Donc, les contenants, on veut que ce soit plastique, verre ou métal, absolument. Meilleur exemple, un pare-choc automobile. Là, sont toutes faites en plastique maintenant. Là. Une chaise de patio cassée sont en plastique. Ouais. Pas dans le bac bleu, ça, c'est pas un contenant. OK. Ben, mettons le jouet d'un enfant est tout en plastique, là. Est-ce que c'est un contenant? C'est pas un contenant, fait que ça n'a pas d'affaire. Pas dans le bac bleu. Puis j'imagine qu'ils n'ont pas le petit triangle de recyclage. Ben, peut-être qu'ils vont l'avoir parce qu'il est fait d'une matière recyclable, mais toujours est-il que ce n'est pas un contenant. Donc, il ne va pas dans le bac bleu. C'est pour ça que je vous disais, le recyclage, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut comme connaître plus de consignes pour le faire vraiment correctement. Puis c'est pour quelle raison qu'ils n'acceptent pas ces matières-là? Parce que c'est régi par la loi sur... je ne sais pas exactement son nom, là, mais la loi qui fait en sorte que c'est les producteurs de contenants, d'imprimés et d'emballages qui payent pour la collecte sélective. Fait qu'il n'y a rien d'autre qui rentre dedans. Fait qu'on a développé le système autour de ces matières-là. C'est pas que c'est pas valorisable, mais il faut les envoyer à l'éco-centre. Fait que le jouet cassé, éco-centre. La chaise de patio, à l'éco-centre. Le bumper de char, à l'éco-centre. C'est des filières différentes. OK, c'est repris en charge. C'est ça. Fait que vraiment, pour le recyclage, contenant, imprimé, emballage. OK. Bon. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Ouais. Si on est contenant, imprimé, emballage. Voilà. Bon, on pourrait faire une tourne avec ça. Presque. Bon, ben, c'est la base, puis je savais pas ça. Bon, OK. Après ça, les ressources disponibles, il y a les sites Internet de vos municipalités respectives. Comme tu avais dit, ils ont souvent des guides du tri, soit papier ou en ligne, là, dépendamment de votre niveau d'aisance avec un ou l'autre. Il y a l'application Ça va où de Recyc Québec. Oui, j'ai vu ça passer. Ça marche bien. Puis là, c'est les municipalités qui sont en charge de mettre à jour. Mais en bref, tu peux être n'importe où au Québec. Tu dis, par exemple, je suis à Terrebonne. Je cherche quoi faire avec telle matière. Ça va te donner la réponse quoi faire avec telle matière dans la ville de Terrebonne. Fait que là, peu importe t'es où, t'es en voyage en Gaspésie, tu veux absolument recycler comme il faut. T'as ton application. Fait que peu importe t'es où, dans le Québec, ça marche super bien. Sinon, quand on vit, par exemple, dans la ville de Québec, regardez les informations de la ville de Québec. Ça, c'est bien important. Eh bien, OK. Super. Puis, tu sais, en bout de ligne, là, faire du recyclage, c'est redonner à la communauté puis à la ville dans laquelle on habite, là, au final. Parce que toute cette matière-là, ensuite, elle est revendue puis ça revient à la ville en question. Là. Exact. Et donc aux citoyens. Fait que c'est important que tout le monde se sente concerné par ça parce que c'est les taxes et les impôts de tout le monde qui payent ça. C'est collectif. Fait que moins on enfouit, moins ça coûte cher de gestion des matières résiduelles. Puis plus on recycle, plus on se fait rembourser. Puis la ville, dans le fond, ça ne coûte pas grand-chose. C'est ça. Okay. Puis moi, écoute, c'est une petite question verte parce que tu l'as mis de l'avant ça tantôt, là, mais tu as dit qu'il y a certains pays qui mettent de l'avant le fait que, mettons, le particulier chez lui, il y a plusieurs bacs de couleurs différentes. Mais est-ce que c'est pertinent de faire ça ou est-ce que nous, par exemple, au Québec, avec notre seul gros bac, c'est tout autant efficace ou du moins c'est suffisamment efficace? C'est le niveau de participation qui est plus élevé dans les cas du pile-mile comme ici, si on veut, là, parce que c'est plus facile. C'est plus simple. Mais c'est beaucoup plus logique de faire une collecte à la source, un tri à la source, parce que ta matière n'est pas contaminée, tu sais exactement ce que tu as, puis c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Là. Donc, le taux de récupération de recyclage serait meilleur si on faisait le tri à la source. Serait encore meilleure. Là, on pédale pour développer des machines plus performantes pour avoir une bonne qualité de tri au lieu de faire le travail directement à la maison. Si le travail est déjà fait en amont, tu n'aurais pratiquement pas besoin des centres de tri. Là. Ça peut, c'est ça. Ramasses, puis, ça prendrait une filière juste pour les mettre en ballot quasiment, puis enlever un peu les contaminants. Mais là, on a une espèce de grosse chaîne ultra technologique et mécanisée pour tout reséparer. Puis toi, penses-tu que ça va s'en venir au Québec, un genre de shift ou un changement des mentalités qui tendrait vers plusieurs bacs? Est-ce qu'on a un recyclage en amont? Ou ça fait trop longtemps que c'est implanté? Tu sais, on avait commencé
en séparant à la source. Là. Je me souviens quand j'étais jeune, c'est le petit panier 64 litres, puis il y avait on mettait ça dans des sacs de carton, puis il fallait séparer papier, carton, les contenants. Là. Ça fait longtemps, là, mais on avait comme trois matières là, qu'il fallait séparer, puis c'était collecté dans un camion à 3 compartiments. Ah ouais. Puis finalement, le petit panier, ils se sont vite rendu compte que c'était trop petit. Là. On le sait, de nos jours, là, on a une collecte une fois aux 2 semaines, puis le bac est plein. Là. Ouais. Fait que là, ils ont changé la méthode, ils ont mis un bac plus gros, puis là, ils se sont dit, si on veut que le monde embarque plus, pêle-mêle, envoyé par là. Mais ça reste que le taux de recyclage, de récupération, comme tu l'as dit, est quand même très bon de par les C'est généralement bon partout partout au Québec, oui, mais là, on ne tombera pas dans les spécificités. Ouais, c'est ça. C'est généralement bon. C'est ça. Les gens participent bien, puis on est quand même capable de faire beaucoup de choses avec les matières récupérées. Okay. Puis je me semble, l'autre fois sur notre épisode sur les déchets, les matières résiduelles, tu nous as dit qu'il y avait certains journaux qui se ramassaient des fois en Asie ou qui étaient retrouvés en Asie pour une raison X. Oui. Ça, c'est pour quelle raison? C'est-tu qu'auparavant, ça se recyclait pas, les imprimés? Ou... En fait, dans les matières qui s'en vont encore à l'international, là, dans la province de Québec, on est quand même relativement bon pour rester dans un marché local, ce qui veut dire est de l'Ontario, nord des États-Unis, Québec. Mais il y a des matières qu'on n'a pas le choix d'envoyer à l'extérieur, dont les journaux, les revues, parce qu'il n'y a plus d'usine de désancrage. Okay. En Amérique du Nord, genre. il en restait une ou deux, là, il n'y a pas longtemps, puis ils ont fermé. Fait que là, il en reste juste en Asie. Fait que là, il faut envoyer nos journaux, puis nos revues, puis tout ce qui est imprimé avec de l'encre, là, pour se faire désancrer, pour retirer l'encre du procédé, pour mieux les recycler après. Parce qu'il n'y a rien à faire avec un papier qui a de l'encre dessus, mettons, au niveau du recyclage. Non, ça marche pas. Okay. Ça marche moins bien, ou on pourrait pas faire de quoi de brillant avec, là. Ah, ouais. OK. C'est quand même un gros chemin pour recycler. Je me demande à quel point ça vaut la peine. On dirait que... Mais en même temps, c'est des choses qui sont en gros déclin. Là. Papier. Oui, c'est vrai. Les revues. Il n'y en a plus bien les revues, les journaux, ça diminue vraiment. Carton, on est capable de recycler ça. Si on a une bonne qualité de tri, ça reste au Québec parce qu'on a une bonne filière de pâte et papier. C'est facile. Le verre, ça peut rester ici aussi. Le métal, l'aluminium, tu sais. Fait que le gros du tonnage reste quand même ici, là, puis on est capable de faire quelque chose avec localement. Okay. Puis y aurait-tu des villes où, je sais pas, aux États-Unis, près de nous, qui ont pas de centre de tri, par exemple, puis qui nous envoient leur recyclage pour que nous, on le trie? J'ai jamais entendu parler de ça. OK. Je me demandais des fois, peut-être qu'il aurait pu avoir des partenariats... qui ont pas de centre de tri, oui, là, mais ils ont quand même une collecte de matières recyclables... Okay. Sur leur territoire. Là. C'est comme dans les centres régionaux, mais probablement que le centre de Lévis ramasse ce qu'il y a un peu autour aussi dans les municipalités autour, mais c'est une municipalité qui n'a pas de recyclage, je pense pas que ça existe. Là. OK, c'est bon. Fait qu'au final, là, je pense que ça faisait prendre le tour, Eric, de nos questions. Au final, là, c'est super bon de recycler parce que toutes ces matières-là vont être revendues ultimement par notre ville à différents producteurs qui, eux, vont le réutiliser. Donc, il y a de l'argent qui revient dans les poches de la ville et donc dans les poches des contribuables. Donc, c'est une très bonne chose. Et ce qu'on peut recycler, c'est contenant, emballage et imprimé. Voilà. C'est ça? Oui. Okay. Contenant de plastique, contenant de verre, contenant de métal, emballage imprimé. Voilà. Puis on s'en va voir sur notre site de notre ville pour voir c'est quoi les plastiques qui peuvent être... ou avec l'application Ça va où sur votre mobile en tout temps. L'application Ça va où. OK? On va mettre ça dans la description du podcast. Pourquoi pas? Super. Je pense que ça faisait le tour, Danny. Merci beaucoup. Merci à vous. Très intéressant. Merci, Danny.